Bonjour à tous et je suis du coup ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la sensibilisation au numérique responsable et avec un lien avec l'agilité vu que je suis aussi coach agile. Donc pour des raisons d'animation, je ne pourrai pas faire activer vos micros, on ne pourra pas avoir d'échange en direct. Format dont j'ai plutôt l'habitude quand je donne les conférences. Donc voilà, on va tester tous ensemble le fait que c'est moi qui parle toute seule. Mais par contre, hésitez pas à me contacter plus tard et je referai de toute façon à la fin des liens pour qu'on puisse échanger. Je pourrais pas avoir vos réactions en direct dans le chat, mais Suzy me fera remonter s'il y a quoi que ce soit. Et puis j'essaierai quand même de faire des alt-tab régulièrement pour voir un peu ce qui se passe. Ok, et ben si on est bon du coup, je vais commencer. Donc, je vous remercie d'être là pour cette sensibilisation. Donc, on va parler numérique responsable et agilité. Pendant le mois de juin, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'associations font des événements autour du numérique responsable. C'est pas forcément les mêmes dates, mais il y a pas mal de gens qui passent du temps sur ce sujet-là. Et donc, bah voilà, nous aussi, on prend du temps pour en parler. Avant que je commence aussi, la présentation que vous voyez, c'est une présentation que j'ai donnée dans plusieurs Agile Tours. Donc, elle n'est pas chartée avec les chartes Neosoft, elle va être plutôt chartée avec les feuilles que vous allez voir. Mais voilà, c'était une petite précision. Et sinon, je voudrais présenter Chloé Le Cerdon, qui nous a rejoint début mai en tant que chef de projet numérique responsable au sein du pôle performance et impact. Et donc, elle a pour mission de poursuivre la structuration et le déploiement de nos engagements numériques responsables qui contribuent à réduire notre empreinte carbone, à avancer sur l'inclusion et l'accessibilité, à former 90% de nos collaborateurs au numérique responsable, notamment par l'animation de la fresque du climat. Et enfin, à inclure nos efforts et nos propositions numériques responsables dans nos offres clients. Donc voilà, la présentation de Chloé. Et je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Eh bien, si c'est bon pour vous, que vous voyez bien, que vous m'entendez bien, on est parti. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Gwenaëlle Lyrien, je suis à la base développeuse, Scrum Master, coach agile, et je suis aussi coach professionnel certifié. Et je m'intéresse plus particulièrement donc à tout ce qui a trait au numérique responsable. Je suis animatrice de la fresque du climat, récemment devenue animatrice de la fresque du numérique, que je donne en tant qu'ambassadrice au sein de Neosoft. Et j'ai plusieurs engagements associatifs à côté, normalement le fait d'évaluer les projets de Time for the Planet, qui s'appelle Team for the Planet maintenant, et diverses associations. Hop là, dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, avant qu'on commence, je voudrais poser une base. Tout ce qu'on connaît sur la façon d'accompagner au numérique responsable et de manière générale sur la transition du climat, c'est une science qui est en train de se construire. La science est expérimentale, c'est empirique, donc on fait des essais, des erreurs, on crée des expériences pour pouvoir valider des hypothèses. Tout ce qui est autour du climat, c'est complètement dans ce moment-là, notamment parce qu'on a moins de recul que pour d'autres disciplines. Et donc, j'aimerais que vous preniez en compte que toutes les ressources que là j'affiche sur le slide sont aussi à consulter par vous-même, sont aussi à apprendre. C'est-à-dire que à partir du moment où on pense quelque chose, peut-être que dans 6 mois, ce sera plus valable. Il y a vraiment cette notion-là du fait qu'on est constamment en train d'apprendre, en train de se dire ah en fait les impacts sont plutôt ici, ils sont plutôt là, et on a une meilleure façon d'évaluer les métriques qui nous permettent de recalculer les choses. Et donc, il faut rester vraiment très, très humble. Moi-même, je me considère vraiment pas comme une sachante absolue du sujet. En fait, on est un peu constamment débutant. Et c'est une des difficultés et en même temps, une des choses qui rendent absolument passionnant le fait d'accompagner sur le climat, c'est qu'on peut pas se considérer comme « Ok, c'est bon, j'ai tout compris ». C'est pas possible, en fait. Vous allez constamment apprendre, mais si vous aimez constamment apprendre et que vous êtes curieux, c'est aussi un fantastique domaine pour pouvoir apprendre et grandir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2. C'est un livre qui nous explique en fait comment fonctionne neurologiquement notre cerveau au niveau de la prise de décision. Donc, en résumé, on va avoir 2 façons de prendre des décisions. Vraiment un système à 2 vitesses parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui consomme le plus de glucose et d'énergie dans votre corps, c'est le cerveau. Donc, il est assez fainéant, il a besoin de pouvoir prendre régulièrement des décisions, tout le temps, même si vous décidez de vous asseoir sur cette chaise-là plutôt qu'une autre, c'est une micro-décision, ce qui peut être fatigant pour lui au bout d'un moment. Donc, il va avoir tendance à prendre des décisions très, très rapides en fonction de ses croyances, ses habitudes. Et sinon, il va se mettre en mode réflexion pour se dire « Ok, est-ce que je crois à ça ou pas comment est-ce que je peux le remettre en cause ?» Et donc, le fait d'accompagner sur la transition numérique,
la transition climatique, c'est vraiment le fait de lancer son esprit critique, en fait. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais comme je vous l'ai dit, c'est, passionnant. Donc, voilà, n'hésitez pas à questionner, dans vos têtes, ce que je vais vous dire et puis à le faire évoluer. Toujours pas dans le bon sens. Alors, avant qu'on commence, je vais faire un petit retour par rapport, au numérique. Félicitations, comme, vous êtes, ici pour, ce webinaire, vous faites partie de ce qu'on appelle les citoyens du numérique. C'est-à-dire que vous faites partie de toutes ces personnes qui ont accès à un périphérique qui leur permet en fait de rejoindre ce grand continent-là. Donc que ça soit, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, tout ce qui nous permet en fait d'utiliser du numérique et puis même on verra aussi, tous ces objets connectés et l'IoT, mais là en particulier, je m'adresse à vous qui êtes connectés à internet sur un périphérique et qui, avez, contact avec moi, pour le fait de faire cette, sensibilisation. Donc on est tous citoyens de ce même continent qui a quand même, on dit de 3 à 4 fois l'empreinte CO2 de la France. Donc à partir du moment où on fait partie de ce continent-là, c'est qu'on fait partie de cette nouvelle dépense CO2, qu'on partage tous. Comme tous les continents, il y a des choses qui sont extrêmement positives et je tiens vraiment à appuyer là-dessus. C'est-à-dire que le numérique, c'est quelque chose qui nous permet une démocratisation du savoir, une démocratisation, de manière de penser, de réflexion, d'envie d'aller dans un sens, dans un autre. Ça nous permet énormément de choses. Notamment, je pense, et c'est vraiment la chose qui me plaît le plus dans le numérique, c'est l'accessibilité aux connaissances de manière gratuite. Le fait que vous puissiez voir cette sensibilisation fait partie des joies de ce qu'on peut avoir avec le numérique. Et comme tout continent, il y a aussi des problématiques, notamment, par exemple, l'accessibilité. Je pourrais vous en donner plein, mais je trouve que celui-là est important. Quand on veut accéder à un site internet, on n'a pas les mêmes capacités visuelles, on n'a pas les mêmes capacités auditives et on n'a pas les mêmes capacités monétaires. Donc, on est tous citoyens de ce même continent, mais on a les mêmes problématiques par rapport au fait d'avoir des handicaps, par rapport au fait de ne pas avoir, des moyens suffisants. Le numérique se pense avec des gens qui ont le dernier iPhone 14 comme des gens qui sont encore sur un 3310. Donc, c'est un continent qui est plein de complexité, plein d'intérêts, mais aussi plein de complexité. Et comme vous le voyez, qui impacte beaucoup, au niveau CO2. Alors, au tout début de la conférence, ça fait 1 an que je la donne, j'avais des slides pour, faire de la sensibilisation au niveau des impacts, chiffrés, pour vous donner des indicateurs. C'est des choses que vous pouvez vraiment énormément, retrouver sur, internet. Il y a énormément de choses qui sont déjà sorties sur, pourquoi, en fait, on a des impacts, donc on en verra un peu plus après. Mais, moi, ce qui m'intéresse finalement, au bout de cette année de parcours, c'est plutôt de parler des problématiques autour de l'éco-anxiété. Parce que quand on veut s'intéresser à ce sujet-là, qu'on veut prendre du temps, qu'on veut changer, son parcours professionnel, ajouter des choses au niveau du numérique responsable, il faut savoir qu'on est en train de prendre en soi, dans son énergie, dans son dans son intellect, dans ses émotions, le fait que, c'est un grand problème. On va voir, plus loin après tout ce que ça peut représenter et qu'il va falloir qu'on travaille ensemble à le résoudre. Et donc, c'est assez compliqué pour les êtres humains de se dire que, comme je le mets sur la slide, hein, que notre espèce a permis de faire du ski dans le désert et que dans le même temps, ça fait qu'on n'est plus capable de pouvoir en faire dans les Alpes. C'est vraiment cette complexité-là de travailler sur le climat. Et donc effectivement, des fois, c'est pas rassurant, ça peut être difficile, à encaisser. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, des feedbacks sur comment est-ce qu'on peut réguler ça. Une chose que je vais vous donner en tout cas, c'est qu'on peut pas constamment être à fond par rapport à ces sujets-là. De temps en temps, faut faire un petit peu des pauses, de temps en temps, faut un petit peu décrocher. Sinon, en fait, ça peut faire, très lourd sur une année. Donc, comme c'est vraiment un marathon et pas du tout un sprint, le fait de résoudre ces questions-là, écoutez-vous, prenez le temps et personne n'est parfait. Donc, si vous avez besoin de décrocher de temps en temps, de penser à autre chose, d'être sur des choses plus légères, n'hésitez pas, c'est vraiment important. Alors, dans les flash news, parce que j'avais rajouté aussi cette slide-là, pour parler un petit peu de ce qui se passe, parce que sur 1 an, beaucoup de choses ont changé. Notamment, il y a le dernier rapport du GIEC qui nous propose justement comment est-ce qu'on prend des solutions et des décisions pour avancer sur ces questions-là, qui est sorti, mais aussi, le dernier rapport de l'ONU sur, la pollution plastique, c'est ce qui est sorti ces derniers temps. Ce que j'ai trouvé extrêmement positif par rapport au rapport du GIEC, en dehors du fait qu'il y a plein de choses qui sont difficiles parce qu'il faut vraiment qu'on avance, c'est que, ils considèrent qu'on a suffisamment de moyens, suffisamment de possibilités pour déjà pouvoir avancer. En fait, là, il faut qu'on se base sur des décisions politiques et les décisions politiques, elles reposent aussi sur nous, pas que sur nous et encore une fois et j'en parle, quand je parle d'éco-anxiété,
Il y a des responsabilités personnelles, il y a des responsabilités collectives. Faut être humble avec soi-même, tranquille. La culpabilité ne mène absolument à rien. Pour moi, et je vous le répéterai tout au long de ce webinaire, l'important c'est de savoir où on en est et donc du coup, OK, on va agir. La culpabilité, ça fait juste mal aux êtres humains. Donc je suis pas là pour vous parler de ça. Par contre, effectivement, ça peut être intéressant d'avancer vraiment sur ces décisions politiques parce qu'en fait, on a déjà les clés en main. Et pareil pour, la pollution plastique, en fait. Il y a plein de décisions politiques qui vont nous permettre de vraiment réduire cette problématique-là. Donc c'est un gros challenge, mais en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, par rapport au numérique, donc on a dit qu'on était tous, citoyens de ce même continent. Le numérique, je le vois vraiment quelque chose comme quelque chose de vivant. Il y a tout ce qu'on appelle les cycles de vie autour du numérique, autour des périphériques qu'on va utiliser. Je vais pas vous faire le détail complet de tout ce que ça va être, scope 1, scope 2, scope 3, mais je vous invite vraiment à aller regarder. Il y a plein de choses déjà aussi sur internet, on peut en discuter. Les 2 endroits où je voudrais particulièrement, attirer votre attention, notamment au niveau de la consommation, mais des problématiques qui sont posées par, le numérique. S'il y a une chose à retenir, hein, sur cette sensibilisation, c'est qu'à partir du moment où vous enlevez le cellophane d'un téléphone que vous venez d'acheter, vous venez de craquer les 90 du budget CO2 de votre téléphone. C'est-à-dire qu'elle se fait vraiment, vraiment, vraiment au moment de la construction, au moment de l'extraction des matières, au moment vraiment de la constitution de votre périphérique. À partir du moment où il est construit, il faut le chérir jusqu'à la fin de sa vie, il faut le faire durer le plus longtemps possible, il faut l'utiliser, concevoir des logiciels qui vont lui permettre de tenir le plus longtemps possible. Donc c'est une chose à retenir vraiment sur le numérique responsable, et là vous pouvez avoir tout votre impact, quel que soit votre métier. Ça va être sur le fait de vous dire, OK, il y a cet existant, il a coûté énormément à être fabriqué. Comme on va le voir plus tard, c'est extrêmement difficile de le recycler. Donc, comment est-ce que je le fais durer le plus longtemps possible? Comment est-ce que j'adapte mes usages au fait de le faire durer le plus longtemps possible? Donc voilà, autant, normalement la construction d'un être humain, c'est la partie qui nous intéresse le plus, autant on s'est, vraiment pas forcément, intéressée à qu'est-ce que ça représentait la construction, d'un périphérique. Si vous êtes, bien accrochés, je vous, conseille vraiment la conférence, à l'USI de Aurore Stéphan, qui parle de l'extraction des matières premières. Si vous avez besoin de chiffres, si vous avez besoin de sensibilisation sur pourquoi c'est 90 du CO2, au niveau de la construction d'un smartphone, allez-y, très, très bonne conférence. Je vous donnerai toutes les ressources de ce webinaire, à la fin. Il y a un QR code où vous pourrez, du coup, récupérer toutes les informations sur le site de la conf, mais du coup, il y aura celle de Aurore. L'autre aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, ça va être sur la valorisation et la fin de vie des périphériques. Encore une fois, s'il y a 90 du CO2 à la construction, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, en fait, une fois que le périphérique a été utilisé? Faut savoir, donc là c'est pareil, un tout petit peu de chiffres, mais n'hésitez pas à creuser, dessus. Faut savoir que nous, on arrive, en France, au niveau européen aussi, mais surtout en France, là, on arrive à recycler environ 15 de nos périphériques, de ce qui arrive, vous savez, dans les boîtes de collecte. Donc déjà, collectez mieux, collectez plus, c'est très, très important, donc n'hésitez pas, hein. Je reparlerai du fait qu'il faut que vous arrêtiez de faire, traîner vos téléphones, dans vos tiroirs. Moi-même, j'en avais plusieurs, hein, donc il y a pas de souci, mais voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on arrête. Donc collectez plus, collectez mieux et surtout, on n'arrive pas en fait à récupérer tous les minéraux, tout ce qui considère, un smartphone. Pour vous donner un exemple, et c'est celui qu'on utilise dans la fresque du numérique, c'est comme si vous faisiez une ratatouille et que, je vous demandais d'aller récupérer, ce qui constitue une tomate pour pouvoir la reformer. Une fois qu'elle est mélangée, une fois qu'elle est bien cuite, c'est pas possible. C'est extrêmement difficile de récupérer toutes ces terres rares en fait, qui sont à l'intérieur de nos smartphones. Et elles sont, vraiment, essentielles pour l'instant au fonctionnement de ces périphériques, et donc voilà. Si vous en avez un, faites-le durer le plus longtemps possible parce que même au niveau du recyclage, on n'est vraiment pas encore performant. On fait des progrès, mais on n'y est pas encore. Et donc, à partir du moment où on a vu qu'il fallait qu'on chérisse nos téléphones et qu'on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut être plus vertueux au niveau de l'impact, 3 fois CO2 de la France, des grosses difficultés à recycler, des grosses difficultés à extraire, il y a de moins en moins de terres rares. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire du numérique responsable? Donc, la définition qu'on a et qu'on donne de manière générale, c'est que le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue, ça colle avec l'agilité, qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. Donc, j'ai commencé à parler justement d'accessibilité et aussi de l'empreinte. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces deux choses-là? Comme on est tous citoyens de ce même continent, les problèmes d'accès, les problèmes d'accessibilité.
Ça, c'est la grande carte du numérique responsable. Félicitations, vous avez tous votre rôle à jouer en fait, peu importe, ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire, les compétences que vous avez, parce que ça s'applique vraiment dans tous les domaines. Donc on va avoir deux grandes cases qui vont être le Green IT, qui va englober ce qui est la sobriété numérique, comment est-ce qu'on peut, justement, partager nos devices, les modes d'usage et cetera. Donc tout ce qui va être l'éco-conception technique, mais au niveau du développement, mais aussi l'éco-conception produit. Donc quelles features, quelle façon d'utiliser le produit on va mettre en avant. Donc là, je m'adresse par exemple aux développeurs, aux product owners, aux équipes agiles de développement. Et donc, c'est tout ce qui touche à la technique de l'information et de la communication. Donc, si vous travaillez dans une ESN, si vous êtes là extérieur à Neosoft ou collaborateur Neosoft, notre but du jeu à nous, c'est de vraiment grandir là-dessus, de pouvoir continuer à accompagner nos clients pour créer des produits qui soient les plus éco-responsables possibles, autant techniquement qu'au niveau vraiment des features. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir les accompagner. À côté, et c'est aussi vraiment très intéressant, il y a tout ce qu'on appelle l'IT for good. Donc, comment est-ce qu'on travaille aussi sur l'IT équitable, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ait accès à un numérique? Parce que le but du jeu aussi, sur le fait de travailler sur le numérique responsable, c'est de préserver le patrimoine auquel auront accès les jeunes générations au numérique. Là, ils ont un smartphone dès qu'ils sont tout petits. Peut-être que dans pas si longtemps, en fait, ce sera très difficile de se procurer à des coûts corrects, etc., des téléphones portables pour tout le monde. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour que chacun puisse continuer, par exemple, à avoir accès à cette connaissance gratuitement? Il va y avoir toute cette question-là. Et il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'IT for Green. Donc, comment est-ce qu'on met le numérique à disposition en aide à la transition écologique? Donc, comment est-ce qu'on va, par exemple, mettre en place des systèmes qui nous permettent de savoir exactement quand irriguer, comment mieux irriguer des champs? Il y a énormément de choses. C'est vraiment passionnant. Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui plus longuement, mais c'est vraiment un sujet vraiment passionnant, surtout aussi, par exemple, quand on veut développer de nouveaux produits techniques, de nouvelles technologies, ça peut être chouette. Mais peu importe comment on l'utilise, il faut de toute façon la rationaliser, il faut de toute façon comprendre vraiment qu'il y a un début, un milieu et une fin au cycle de vie d'un périphérique et donc il faut vraiment le prendre en compte. Pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut penser quelque chose mieux, même dès le début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps, les cotons-tiges que vous utilisiez, ils étaient en coton, mais aussi avec une barre en plastique. Barre en plastique que nous avons, avec des normes européennes, remplacées par du carton, qui fait que c'est beaucoup plus écologique et maintenable. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? On avait la technique pour faire ça avant, très clairement. Mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Parce qu'on n'a pas éco-conçu ce produit, en fait. On n'a pas réfléchi au fait que ces mini-tiges allaient passer par tous les filtres et allaient vraiment finir dans l'océan et créer des microparticules de plastique qui ensuite se retrouvent dans le poisson. Ça, on aurait vraiment pu le penser avant. Et donc, la conception, c'est vraiment le fait de faire en sorte que, dès le début, on pense aussi la fin. Et donc pour, des technologies qui sont mises au service de l'IT for Green, il ne faut pas que ça déroge à ça. C'est vraiment très important. Donc voilà, en gros, la grande, carte et les territoires que représente, le numérique responsable. Et il y a vraiment de quoi apprendre et de quoi changer les choses pour chacun. Donc, n'hésitez pas à trouver votre place, dedans. Pourquoi je me retrouve à vous parler de tout ça? Parce que ça a son importance. Il y a du coup 1 an à peu près, on m'avait demandé de faire une conférence à l'INSEE qui alliait la sensibilisation au numérique responsable et à l'agilité. Et je me suis vraiment demandé pourquoi moi, en tant que personne, j'allais rajouter du contenu sur internet, du temps pour parler, de l'attention aux gens, et cetera, sur ce sujet-là. Parce que, qu'est-ce que j'avais à apporter de plus, finalement, que ce qui avait déjà été dit? Et non, j'avais vu énormément de choses autour, du numérique responsable sur, les empreintes, sur comment est-ce qu'on peut faire de l'éco-conception de produits, de l'éco-conception technique et il y a des choses qui sont vraiment, géniales, qui sont faites par nos concurrents et qui sont très top, hein, que ça soit, Octo ou Zenica, ils font des choses, vraiment sur le numérique responsable et en libre accès, numérique, donc vraiment très chouette. Par contre, j'avais pas vu, à ce moment-là, mais pour l'instant, à ce jour, du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à en parler, je trouve ça vraiment, passionnant. Comment est-ce qu'en tant qu'agiliste, on peut trouver notre place, chez nos clients, dans les ESN et apporter justement cette notion de numérique responsable? Comment on peut faire grandir avec nos consultants, avec nos développeurs, avec nos agilistes, ce sujet-là? Alors, en complexité agile, je sais pas si ça vous parle, le grand organigramme?
Mais nous, ce qu'on doit gérer, c'est qu'il y a énormément de changements de parties prenantes, de besoins, d'outils, de connexions entre les équipes, de choses à débloquer pour qu'une autre équipe plus loin en agilité at scale puisse avancer. Énormément de choses. Et donc, j'ai fait le parallèle avec le fait que on peut régler ces problématiques-là en mettant énormément de communication en place, de transparence, et vous connaissez l'inspection, l'adaptation, les itérations, la qualité, le produit, le lean. Tout ça, ce sont nos outils à nous pour pouvoir accompagner en fait la complexité de ce que représente une organisation agile et de la faire évoluer. Et quand on accompagne un numérique responsable, on se rend compte, et comme je vous l'ai dit au début, qu'il y a beaucoup d'usages. On peut partir du dernier iPhone 14 avec le Nokia 3310, c'est des usages qui sont vraiment différents, des besoins différents, des usagers différents. Et donc en fait, on a une réelle complexité. J'utilise la fresque du climat comme illustration. Je le redirai enfin, mais si vous voulez commencer votre sensibilisation par rapport à la transition climatique, fresque du climat pour commencer. Ça vous donnera vraiment une idée de qu'est-ce que ça veut dire la complexité de tous ces problèmes qu'on a à résoudre. Et donc, en fait, quand on accompagne en numérique responsable, on utilise les mêmes outils qu'en agilité. On va aussi inspecter, on va mesurer, mettre des indicateurs pour vraiment savoir d'où on part, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va aller, pour pouvoir se mettre des objectifs en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe. Et puis on va aussi améliorer, prolonger, comme je vous ai dit, pour que les périphériques durent le plus longtemps possible, recycler, économiser. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'on utilisait un peu les mêmes choses, qu'il y avait un parallèle à faire là-dessus, parce que en tant qu'accompagnatrice agile, j'ai appris plein de choses au fur et à mesure de ma carrière. J'ai pris des murs, il y a des choses que j'ai pas compris. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup d'apprentissage sur comment est-ce qu'on accompagne au changement. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être moyen de réutiliser tout ce savoir-là, parce que, comme vous le savez, on manque de temps, il faut y aller. Donc, pourquoi ne pas faire des parallèles? Et donc, pour moi, l'agilité et le numérique responsable, je me suis dit, c'est le même combat. On doit accompagner un système complexe dans un monde qui change constamment, qui est de plus en plus difficile à appréhender. Et on a besoin de transmettre du sens et des responsabilités. Les collaborateurs ont de plus en plus besoin d'avoir du sens dans leur travail de tous les jours, et notamment de sentir qu'ils n'ont pas de ce qu'on appelle comment dire ça? Les dissonances cognitives qu'on peut ressentir entre le fait de faire attention chez soi, de recycler, de faire vraiment exactement comme on peut, de consommer moins de viande, d'avoir une alimentation végétale, et cetera, et le fait après de se retrouver dans le travail et d'avoir des choses qui sont en dissonance parce que ça répond pas à notre besoin de sens et à notre besoin par rapport à la transition climatique. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi accompagner là-dessus, en transmettant du sens pour que chacun puisse trouver à sa façon une manière d'améliorer les choses? Et donc, si vous êtes là, et je vous en remercie encore une fois, c'est que vous faites partie de ces premiers adoptants. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe de l'innovation. Je l'utilise beaucoup en accompagnement des startups. Donc, c'est quand on a nos premiers innovateurs qui ont leur idée, qui veulent avancer, créer un nouveau produit, créer une nouvelle façon de consommer, de faire les choses. Ils ont très peur d'une chose, ce qu'on appelle l'abîme, qui fait passer des premiers adoptants qui ont envie de changement, envie de faire des choses, à la majorité précoce, qui, elle, a quand même besoin de savoir si ça va être fiable, si on peut faire des choses, si on peut mettre en place, et comment surtout. Et des méthodologies pour pouvoir mettre en place les choses. Et donc, si vous êtes là, vous faites partie des gens qui ont envie de se renseigner, de regarder vraiment comment est-ce qu'ils peuvent faire changer les choses à leur manière. Sachant que, et c'est aussi pour ça que je fais cette conférence, c'est que il est très difficile, comme l'a dit Hampton Sinclair, de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. C'est vraiment la vraie complexité d'accompagner dans la transition climatique et de manière générale sur le numérique responsable. Et donc, c'est comment est-ce que je peux vous faire passer tous les outils, toutes les façons en fait de dialoguer, de réfléchir par rapport à ce qu'on peut donner en agilité pour pouvoir justement dépasser cet abîme-là et emmener les gens pour qu'ils se sentent avec vous, avec des outils fiables et aller dans la bonne direction. Donc si je résume, par rapport au why, une transformation agile, c'est accompagner avec un nouveau sens, de nouvelles valeurs, les organisations et leurs capacités et leurs pratiques. Et donc, transformer son entreprise pour qu'elle devienne numériquement et socialement responsable, en fait, c'est passer par les mêmes étapes. On va avoir le sens, la mission, les objectifs au niveau de l'entreprise. Quel mindset on va utiliser? Alors, en agilité, on va le voir juste après, c'est le manifeste agile, mais par rapport au numérique responsable, je vous propose justement un manifeste que j'ai appelé Green Agile et que je vous invite à réutiliser dans vos entreprises, à mettre au point le vôtre surtout. Le but du jeu, c'est pas de vous donner une vérité absolue, c'est de vous donner une façon de réfléchir les choses. Et puis aussi, tout ce qu'on peut utiliser comme framework et méthode au niveau de l'éco-conception produit.
Et enfin, les pratiques avec les super crafteux et les développeurs qui dev vraiment au mieux. Et donc, pourquoi pas utiliser la construction d'un manifeste Green Agile, mais vraiment au niveau réflexion, pour pouvoir accompagner les équipes au quotidien en numérique responsable et en agilité. Alors, je ne vais pas repasser pendant longtemps sur le manifeste agile de base, ça fait quand même très longtemps qu'on l'utilise tous. Petit rappel néanmoins, donc on va dire que ce sont les valeurs de gauche, donc par exemple les personnes et leurs interactions, qui sont à mettre en avant par rapport aux valeurs de droite qui sont là, les processus et les outils. On a besoin de process, on a besoin d'outils, et vous verrez qu'en numérique responsable, c'est pareil, on a besoin d'indicateurs, on a besoin de processus. Pour faire un bilan carbone, il y a des façons très exactes de faire les choses. Pour analyser un cycle de vie, c'est pareil. Par contre, on va juste faire en sorte de prioriser le fait que les personnes et leurs interactions existent. Et donc, le manifeste Green Agile est repensé aussi de cette manière-là. Alors, comme première valeur, ce que je vous propose, donc plutôt que les personnes et leurs interactions par rapport aux processus et aux outils, je vous propose l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. On va parler de ce que c'est que la guerre de l'attention, même juste après on va parler un tout petit peu de Netflix, mais dans tout ce qu'on peut proposer par rapport au fait de prioriser l'humain et ses besoins, j'ai fait une découverte que j'aime beaucoup. Alors je suis une geek, je joue à plein de jeux vidéo, et j'ai découvert les Wholesome Games. Je ne sais pas si vous connaissez ça? Les Wholesome Games, en fait, ce sont des jeux vidéo qui vont mettre en avant tout ce qui va être l'acceptation émotionnelle, l'accompagnement sur les émotions, le fait de prendre du temps pour aller dans des environnements très calmes, passer du temps humain, en fait, qui ne soit pas lancé sur la performance. Par exemple, moi, je suis joueuse de StarCraft 2. La performance, j'aime ça, c'est très stressant, difficile, mais vraiment, c'est vraiment très chouette aussi. Par contre, tout ce qui va être ces jeux-là, ça va par exemple pousser énormément les cartes graphiques des ordinateurs. Ça va pousser en fait tout un type de comportement plutôt sur la bataille, quoi. Et donc les Wholesome Games, c'est comment est-ce qu'on peut penser des jeux en termes d'accessibilité, en termes LGBTQI+, vraiment sur des aspects qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans les AAA. Et donc c'est pour les enfants, pour la découverte de qu'est-ce que ça peut être le monde du gaming, je trouve que c'est très très intéressant de pousser aussi des Wholesome Games et de pas seulement pousser toutes les grandes licences dont on a l'habitude. Et par rapport à l'exploitation de ces biais cognitifs, qui sont très utilisés dans le monde du jeu vidéo pour nous faire un tas de choses, je vous renvoie vers les jeux à patounes du joueur du grenier, ou tout simplement les loots dans Borderlands avec toutes les armes possibles et disponibles. Donc on utilise énormément de biais cognitifs dans les jeux vidéo, mais on les utilise aussi énormément dans nos façons de développer les sites. Donc je vous recommande vraiment le travail de Christina sur les dark patterns, par exemple. Pour vous donner un exemple, vous êtes en train de réserver votre hôtel sur Booking, mais tout autre site marche aussi quand c'est utilisé. Et on va vous dire dans le même temps que d'autres personnes sont en train de regarder la page, combien de fois l'hôtel a été réservé dans les derniers temps, combien il reste de chambres, etc. Et plutôt avec des messages rouges et qui sont en train de clignoter. Un peu comme si vous aviez quelqu'un derrière votre épaule et qui vous dit « bientôt il n'y en aura plus, dépêche-toi ». Et donc, ça, ce qu'on appelle des tag patterns, ça va vous pousser en fait à consommer et être dans des réactions de stress et de manque et d'urgence. Donc, ça utilise vraiment les biais cognitifs du système humain. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a plein de choses qui sont très très intéressantes sur le sujet. Donc voilà, à disposition. Mais n'oubliez pas qu'un clicker n'y arrive jamais seul. On conçoit ces produits, c'est nous qui mettons en place les designs d'utilisation, l'UX, l'UI, c'est nous qui mettons en place les features, et donc c'est aussi pour ça que je fais cette sensibilisation, c'est on est responsable de ce qu'on développe, en tout cas. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, justement, d'éviter ces choses-là, de proposer des comportements numériques beaucoup plus responsables pour les consommateurs. Et donc, pour l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs, je vous propose donc à chaque fois à gauche, les mots qui sont en rouge, ça va être tout ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de prendre un autre chemin. Et à droite, les choses dont il faut faire attention. Donc par exemple, là je vous parlais des dark patterns, mais ça va être aussi tout ce qui est autour de l'économie de l'attention. Je vous en parle un petit peu juste après. Comment est-ce qu'on met en place des tunnels d'achat qui font que les gens sont poussés à la consommation, toutes les questions de fear of missing something, voilà, vraiment toutes ces choses-là, les shots de dopamine, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet, et encore une fois, à disponibilité pour en parler.
Par rapport à l'humain et ses besoins, les choses qui sont très, très intéressantes, ça va être aussi toutes les questions d'accessibilité, d'inclusivité qu'on va travailler à Neosoft justement. Comment est-ce qu'on fait pour que des personnes âgées qui ont des difficultés en fait, d'accessibilité puissent vraiment avoir toute l'information possible et dans un contexte sécurisé? C'est vraiment, vraiment intéressant comme question. Tout ce qui est les designs responsables. Donc voilà, des choses que vous pouvez creuser ensuite, c'est des mots-clés que vous pouvez vraiment regarder sur internet et qui vous permettront ensuite d'en apprendre plus. Il y a aussi plein de formations, pareil, à disponibilité pour en parler. Et donc pour conclure, alors là je vous ai pas en face, mais en conférence j'aime bien jouer à ce jeu-là. Il y a pas très longtemps, le directeur de Netflix était en entretien avec un journaliste, donc ça a été filmé, hein, vous pouvez le retrouver. Le directeur de Netflix, on lui demande quel est son plus grand concurrent actuellement. Et donc en général dans la salle de conférence, on me dit ça doit être Amazon Prime, Disney+, etc. C'est pas ça qu'il a répondu en fait, hein. Le plus grand concurrent de Netflix, tel qu'il le considère, lui, c'est le sommeil. Le fait qu'il y ait un pattern qui vous permette d'avoir le prochain épisode en auto-lunch, ce genre de choses sont des façons de penser le produit pour que vous regardiez un épisode de plus. Et donc, à chaque fois qu'on scrolle sur une application de réseaux sociaux, à chaque fois qu'on est sur Netflix ou n'importe quel opérateur de streaming, on est confronté à ça aussi. Donc, je vous conseille vraiment de regarder le documentaire qui y est sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, qui parle justement de ce sujet-là, sur tout ce qui est l'économie de l'attention. Parce que, encore une fois, ça doit nous parler puisque c'est nous qui développons les choses, hein. Alors, ensuite, à la place des logiciels fonctionnels plutôt que leur documentation complète, je vous propose des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Il y a un autre truc que j'ai découvert, enfin, je savais que ça existait et j'aimais pas ça, mais je savais pas comment ça s'appelait, mais que j'ai découvert dans mon parcours sur qu'est-ce que c'est que le numérique responsable, c'est les bloatware. Donc les bloatware, pareil, je vous ai pas en face, mais d'habitude, je demande combien de personnes ont eu à acheter un ordinateur Windows et à désinstaller toutes les applications et les choses qui sont mises dessus et qui prennent énormément de bandes passantes, en fait, et qui font qu'à partir du moment où on a un ordinateur à nous, en fait, il devient à nous, entre guillemets, par rapport aux performances et à la façon qu'on va avoir de le connaître, de l'utiliser, qu'à partir du moment où on passe un long moment à le reconfigurer pour enlever ce qui nous est livré, dont on n'a pas demandé l'existence, en fait. Un bloatware, c'est une façon de développer des produits, des pop-up, des pubs, des façons d'utiliser le numérique qui nous poussent du contenu alors qu'on n'a rien demandé et que surtout on n'a pas fait les actions qu'on vient de faire, comme cliquer, aller sur une page, etc. On nous pousse ces choses-là alors que vraiment c'était pas pour ça qu'on est là, en fait. C'est vraiment la notion de bloatware. Et je trouve qu'elle est très intéressante par rapport au numérique responsable parce qu'elle permet vraiment d'interroger comment est-ce que nous, on utilise le numérique, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour les gens qui n'ont pas la même accessibilité que nous, parce qu'on ne prend pas les messages et ce qu'on vit sur le numérique vraiment de la même façon. Et puis, c'est très, très lourd, hein. C'est vraiment très, très lourd. Donc le bloatware, ça ne permet pas des logiciels optimisés et donc de faire durer plus longtemps son périphérique. Je le répéterai tout au long, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas cramer les composants de nos téléphones. Je me permets de regarder l'heure, voir si je suis dans les clous. Ça devrait être bon. Et donc, pour des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores, encore une fois, je vous propose d'aller regarder vraiment sur tout ce qui est low-tech, low-device, pouvoir faire vos tests sur des devices qui sont moins performants. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup mis en place avec des clients. Vous voulez faire des tests parce que une application mobile, il y a tellement d'usagers et de téléphones possibles. Si c'est optimisé pour le dernier iPhone 14, c'est sûr que ça doit bien tourner, hein, votre appli. Par contre, aller sur Back Market, acheter de vieux téléphones qui sont dégradés et tester si l'application elle tient le coup, ça c'est déjà une façon de se mettre à la place justement de vos utilisateurs. Donc si vous voulez faire des meilleures performances et que ça tourne ok impeccable sur un 14, mais vraiment impeccable sur un téléphone qui a déjà 4-5 ans, ça c'est penser vraiment en mode performance par exemple. Plein de choses à faire là-dessus, mais ça peut être très intéressant. Et donc, ça peut éviter toutes ces problématiques de perf. Il y a encore plein de choses à aller regarder. Et donc, pour conclure sur les logiciels optimisés, j'aime beaucoup cette marque de basket, mais il y en a plein d'autres hein, de marques qui sont en train de communiquer dessus, sur les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà. Encore une fois, si vous avez déjà quelque chose, comment est-ce que vous le réparez, optimisez, réutilisez, plutôt que d'en racheter un.
Et donc, la petite histoire, moi, c'est le fait que j'avais, pour mon frère, quand, j'étais étudiante, j'avais réussi à lui trouver un ordinateur qui était neuf, il tournait sous Vista à l'époque et juste le fait de le lancer, ça fait qu'il ramait. Il ramait sous son propre OS, en fait, tellement il était chargé de bloatware. Et donc, comme on est justement dans ce domaine-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que, d'autres générations ne vivent pas ça, qu'un ordinateur puisse être utilisable et utilisé le plus longtemps possible. Ensuite, plutôt que la collaboration avec le client par rapport à la négociation du contrat, je vous propose, proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Alors il y a une règle sur la sobriété, hein, pour proposer de la valeur utile que je trouve intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement, littéraire Oulipo. C'était un mouvement littéraire très intéressant avec, des mathématiciens, des physiciens, enfin plein de gens qui n'étaient pas forcément des écrivains, qui n'avaient pas forcément fait d'études, de littérature, qui se sont retrouvés, pour, écrire sous la contrainte. Choisir des règles qui font que c'est tellement difficile qu'on en devient extrêmement créatif. Et donc, par exemple, il y a un livre qui s'appelle La disparition et qui a été écrit entièrement sans la lettre E. C'est une aventure. Si vous voulez tester quelque chose de pas habituel, la disparition, c'est quelque chose. Et donc, on peut résumer en fait, ça sur le fait que découper son budget par 2, ça pousse à la créativité. C'est ce qui nous arrive par exemple en temps d'inflation, en temps de réduction énergétique parce que, il faut qu'on fasse tenir les centrales. Mais c'est découper son budget par 8 qui fait qu'on va faire de la sobriété et qu'on va devenir extrêmement créatif. À partir du moment où on manque, ça nous demande de tordre notre réflexion et de vraiment faire de l'adaptation. Alors je peux l'utiliser en tant que coach agile dans l'accompagnement, d'entreprise, mais ça peut être énormément, utilisé et intéressant par rapport justement à la sobriété numérique. Donc par exemple, une des choses qu'on peut utiliser, ça va être le design circulaire. Donc, le design thinking, qui est la base de cette méthode de conception de produit, ne prenait pas en compte ce qu'on appelle la circularité. Et donc la circularité, ça va être comment est-ce qu'on fait pour que, à partir du moment où on conçoit quelque chose, on puisse le réutiliser, le réinjecter dans nos façons de consommer. Et donc là, comme on en parlait, hein, niveau design circulaire, par exemple, le téléphone, on n'y est pas du tout. Parce qu'à partir du moment où, il est construit, utilisé, jeté. Et donc comme on est dans une société et pendant longtemps on nous a éduqués et c'est notre modèle économique, hein, donc encore une fois, je suis pas en train de vous dire, vous êtes des méchantes personnes responsables, c'est juste on en est là, comment est-ce qu'on avance? Pendant très longtemps, on nous a fait penser la possession d'objets comme: «Je l'achète, c'est à moi, je l'utilise, je le jette, je n'en suis plus responsable. À partir du moment où c'est dans la poubelle, ça ne me concerne plus». Le design circulaire, le fait de parler de circularité des objets, c'est de considérer qu'en fait, le moment où on jette quelque chose, on en est encore responsable. C'est nous qui l'avons acheté, c'est nous qui l'avons utilisé. La façon dont il est réutilisé doit avoir un sens aussi. Alors pareil, j'ai pas énormément de temps pour vous en parler, mais c'est vraiment très, très intéressant comme, démarche de raisonnement à utiliser, en conception de produit. Pour vous donner aussi, 2 petits, comment dire ça? 2 petits, trucs que je peux avoir compris, ces derniers temps, notamment par rapport au fait qu'avoir une bonne idée, ça peut avoir des conséquences. Donc on va parler par exemple d'effets rebond, beaucoup, hein, plus tard. Donc je vous parlais au début, hein, que c'est pas parce qu'on a compris quelque chose à un instant T que ça va être toujours applicable plus tard. Le fait d'avoir créé un iPhone à la base, d'avoir du coup rationalisé des usages, hein, d'avoir mis le fait de pouvoir écouter de la musique, téléphoner, faire un certain nombre d'options directement dans un seul périphérique, on aurait pu penser aussi que c'était une démarche au moins de rationalisation, de sobriété. Par contre, le fait de fondre la batterie dans le téléphone et de faire en sorte qu'à partir du moment où la batterie, qui du coup était pas assez, était beaucoup trop sollicitée par rapport à l'optimisation, hein, surtout à l'époque, faisait que le téléphone n'est plus utilisable et donc il doit partir directement à la casse poubelle, ça c'était pas pensé jusqu'au bout. Et donc c'est toujours ça, hein, c'est OK, on a une bonne idée, on essaye de rationaliser, on essaye de penser plus circulaire, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout de l'utilisation? Et donc c'est vraiment à prendre en compte quand on est en train de penser un produit. De la même manière, je ne citerai pas, le nom de l'imprimante qui est en photo là en bas à droite. Je ne sais pas si vous savez, mais le fait d'acheter une imprimante, encore à l'heure actuelle, hein, l'imprimante, elle coûte plus cher à la fabrication que le prix que vous allez payer. Donc le fabricant, est en perte sur, l'imprimante, si vous l'achetez toute seule. Par contre, c'est le fait que vous achetiez régulièrement des cartouches d'encre qui va faire qu'elle devient rentable. Et donc c'est ce qu'on appelle, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, par rapport au marché captif, on est plutôt sur ça.
La problématique, et ça va être vrai, ils sont en procès pour ça, ça va être à partir du moment où, par exemple, ils insèrent une puce dans ces cartouches d'imprimante pour faire considérer à l'imprimante, alors qu'il reste encore 30% de l'encre, qu'elle est vide. Et donc, cette sensation que vous avez de toujours devoir racheter des cartouches, bah, en fait, elle était vraie. En fait, on poussait vraiment à la consommation là-dessus. Donc, encore une fois, c'est pas circulaire de considérer qu'on va vendre une imprimante aux entreprises et aux citoyens qui va vous coûter plus cher que ce que vous la vendez, mais qui va faire que vous devez rentrer les personnes dans un marché captif. Donc le design circulaire, ça va vraiment être de réfléchir sur tout ça, l'éco-conception hein, de manière générale. Et enfin, un exemple de sobriété aussi dessus, je l'ai découvert aussi, pareil, dans mes recherches de qu'est-ce que c'est que le numérique responsable. Donc en bas à gauche, vous avez Bing, avec le bon fond d'écran en très très lourd qui se charge automatiquement à chaque fois que vous lancez, et avec le petit carrousel des news en bas, que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé ces informations-là. Et donc, si on peut comparer à Google, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire telle entreprise est mieux que telle autre, hein, je suis vraiment sur une fonctionnalité, une façon d'utiliser le numérique. Si on compare à Google, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce bouton J'ai de la chance. Moi, je ne l'avais jamais utilisé, hein. J'ai testé, j'ai réfléchi à ça m'a fait rigoler. En fait, quand vous cliquez dessus, il vous propose plein d'options différentes, notamment celle qui s'appelle « Je veux les tendances ». Et quand vous cliquez sur « Je veux les tendances », il va vous sortir la même feature que celle que vous pousse Bing et que vous n'avez pas demandé, avec justement un paquet de news comme ça. Et donc, bah, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on considère donner de la sobriété, comment est-ce qu'on considère qu'est-ce qu'on doit donner ou pas aux utilisateurs. Et donc, pour proposer de la valeur utile, plutôt que consommer et créer des marchés captifs, bah, vous avez l'éco-conception, l'event storming, qui est vraiment très très intéressant pour les équipes de développement. Les prototypes aussi. Je regarde l'heure. Non, je ne vais pas avoir le temps de vous faire au moins de vous raconter des histoires autour des prototypes, mais cette conférence-là a été enregistrée et il y a eu justement des jeux là-dessus. Donc, n'hésitez pas, elle est rigolote cette notion de prototype. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment tester une fonctionnalité au maximum avant de faire quoi que ce soit comme coût, quoi que ce soit comme dépense, quoi que ce soit comme fabrication. C'est vraiment intéressant à faire. Mais vous avez aussi tout ce qui est justement l'A/B testing et l'accessibilité. Là, on a parlé d'effet rebond, mais on va parler juste après aussi de qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée, l'obsolescence psychologique, qui fait notamment justement que on utilise de plus en plus de périphériques et qu'on les utilise de moins en moins longtemps. Et donc, pour terminer la quatrième valeur, donc plutôt que l'adaptation au changement, par rapport au suivi d'un plan, je vais vous proposer l'amour de l'existant et son adaptation, plutôt que la course à la croissance. Et donc, l'amour de l'existant, je vous en ai déjà parlé, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour concevoir mieux, faire de l'éco-conception, que ce soit technique, produit, mettre en place des indices de réparabilité. Un truc à savoir aussi, c'est que vraiment, je vous parlais au tout début du fait que le GIEC dit qu'on a toutes les décisions politiques à faire pour que notre empreinte carbone diminue le plus rapidement possible. C'est vraiment par la contrainte juridique qu'on fait avancer et les entreprises et les consommateurs et le monde de manière générale. Par rapport à la transition climatique, pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est de taper au portefeuille et d'avancer au niveau juridique. Donc, si vous voulez avancer et que vous voulez un critère pour faire avancer votre entreprise par rapport au numérique responsable, il n'y a pas photo, il y a des lois qui arrivent, il y a des revendications qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent au niveau légal. Si vous voulez demander à votre entreprise d'avancer, vous pouvez faire peur avec ça, parce que de toute façon, il va falloir le prendre en compte. Donc, je pense que tout le monde se rappelle du RGPD, d'à quel point ça a été difficile et d'à quel point ça a été stressant pour plein d'équipes. Le numérique responsable va avoir le même effet si on ne s'y prend pas à l'avance. Donc, si vous êtes là, parfait, prenez cette option-là et on avance. Regardez ce qui se passe au niveau juridique, parce que c'est vraiment ça qui fait avancer le plus rapidement possible en ce moment. Ça, c'est vraiment pour l'amour de l'existant et son adaptation, c'est avançons, parce qu'il va vraiment falloir s'adapter. Je vous parlais tout à l'heure aussi des entreprises qui font des imprimantes qui coûtent moins cher à la fabrication, mais qui vous tiennent en marché captif. On va avoir aussi, par rapport à la course à la croissance et sur le fait de remettre en cause en fait, notre façon de consommer, de réfléchir le numérique. Je ne sais pas si vous connaissez le cartel Phébus, pareil, vous aurez les références. En fait, il y a très longtemps, comme vous le voyez tout en bas, là, il y a une ampoule avec une caserne de pompiers. Elle a plus de 100 ans, cette ampoule. Il y a très longtemps, on était vraiment capable de construire des ampoules, alors certes qui devaient consommer beaucoup plus que nos LED actuels, hein, mais pendant très longtemps, elles tenaient très très bien. Elles étaient vraiment très très solides. Et elles tenaient tellement bien et elles étaient tellement solides que dans les années de la récession aux États-Unis,
les différents fabricants d'ampoules se sont retrouvés, ce qu'on a appelé le cartel Phébus, ils se sont retrouvés pour discuter de comment faire pour que leurs ampoules soient moins solides et qu'elles doivent casser pour qu'on les rachète, justement pour relancer la croissance. Parce que c'est comme ça qu'on a créé notre modèle économique et notre façon de penser les objets, en fait. La croissance économique est passée par le fait qu'on crée plus, pour casser plus, pour consommer plus. Et donc, faire du numérique responsable, c'est aussi repenser, en fait, qu'est-ce que vous voulez offrir comme produit, comme expérience et comme circularité à votre entreprise. Donc, pour rigoler, je repasse un petit peu sur comment est-ce qu'on fait de l'obsolescence programmée. J'aime beaucoup les mèmes, donc vous en aurez pas mal sur la fin de la conférence. D'abord, il faut commencer par développer de la belle ingénierie. Donc ça, c'est bien, on a des super devs, on a des super équipes en ESN pour faire ça. Si vous voulez savoir pourquoi on aime autant bien faire les choses, je vous conseille vraiment le bouquin de la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Parce que vraiment bien faire les choses, en fait, c'est un vrai trip pour l'être humain. Ensuite, on invente l'obsolescence programmée. Et si possible, on fait en sorte qu'on soit en plus dans un marché captif, hein, donc de faire en sorte que votre cuisinière, elle pète, que votre machine à laver, elle pète. Voilà, j'ai pas le temps de vous en parler plus, mais je pense que vous connaissez. Et puis enfin, on se plaint, parce qu'on est humain, et qu'on n'avait pas réfléchi les trucs juste au bout. Donc encore une fois, le but du jeu, c'est pas de vous dire que vous êtes des grands méchants, c'est juste de dire, on en est là, on a pensé comme ça, on a consommé comme ça, on a produit comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour changer notre façon de penser? Et donc, encore une fois, le petit mème de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si on est coincé entre un monde fini, des biais cognitifs humains faciles à utiliser pour produire et la course à la croissance, on va assez dans le mur. Donc, l'objet de cette sensibilisation, c'est aussi de vous faire prendre conscience que comme vous êtes les citoyens aisés de ce 7e continent, je ne vous ai pas fait faire le jeu de savoir combien vous avez de périphériques numériques, combien vous avez d'ampoules connectées, d'Alexa, etc. Mais en général, en Europe, on a un très gros chiffre, hein, c'est une dizaine, douzaine d'objets. Comme c'est nous qui avons l'argent pour consommer, qu'on a cette responsabilité-là. J'ai pas appuyé sur le fait que la plupart des périphériques, s'ils sont pas recyclés, en fait, ils vont finir dans d'autres continents à pourrir et être démantelés. Donc voilà, il y a plein de problématiques autour du fait que si nous on consomme, c'est d'autres personnes qui sont en train de payer la facture. Donc comme on a un grand pouvoir, on a aussi de grandes responsabilités. Donc il faut qu'on arrête avec l'obsolescence programmée, mais aussi par exemple la fast fashion. Enfin, c'est toute cette façon-là en fait d'utiliser les objets qu'il y a à revoir. Et dans le numérique, comme c'est vraiment en plus un secteur en croissance énorme, il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on y pense. Et donc je reprends par exemple Back Market et Vinted. C'est vachement bien de réutiliser, mais c'est pas parce qu'on réutilise qu'il faut qu'on utilise plus. Donc c'est vraiment, par exemple, l'effet rebond. Encore une fois, un grand pouvoir, de grandes responsabilités. Et d'ailleurs, la petite vidéo de Jamy que j'adore, si vous connaissez, hein, Fred et Jamy, il a fait une super chaîne sur YouTube qui est vachement bien en vulgarisation pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et notamment, il parle de comment sont recyclés les téléphones. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, en 8 minutes, c'est bon, vous êtes briefé, c'est très très bien fait. Et donc, l'amour de l'existant et son adaptation, plutôt que la course à la croissance, je vous propose d'aller regarder tout ce qui est sur la sobriété de conception, le FinOps, les analyses pour mesurer avant de décider, le Care Device, il y a plein de choses à regarder. Le fait de mutualiser les périphériques. Et puis, à droite, vous avez aussi tout ce qu'il faut qu'on essaye d'arrêter sur les consommables, les performances, les serveurs. J'ai plein d'anecdotes aussi dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on peut accompagner un numérique responsable. On ne va pas rajouter des serveurs, on va plutôt refactorer le code en fait. Tout ce genre de questions. Même si des fois, refactorer l'énorme batch qui a 20 ans et qui est terrorisant et que personne ne veut rajouter une ligne dessus, ça peut faire très peur. Mais c'est pour ça qu'on compte sur les crafteux et sur notre expertise technique. Hein. Parce qu'il va falloir l'affronter, le batch qui fait peur. 2 petites règles. Comme il est 20, allez, on va le faire en très rapide. Donc, il y a 2 règles qu'on peut énormément utiliser sur la transition écologique, mais en numérique responsable, elle est vachement bien. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut déjà refuser. Par exemple, là, j'ai fait plein de conférences dans les Agile Tours. Non, je prends pas les goodies. J'ai pas envie d'avoir une énième gourde, etc. Donc, c'est quand on est en train de proposer des choses, même gratuites, pourquoi est-ce qu'on les propose, comment est-ce qu'on les propose. Ça va être aussi de réduire. Hein. J'en ai plusieurs. Comment est-ce que je peux les rationaliser? Comment est-ce que je peux faire pour en donner à quelqu'un? C'est vrai que je suis pas passée dessus, mais donc je vous parlais du fait que vous avez plusieurs téléphones dans vos tiroirs. Comme on a dit, maintenant qu'ils sont créés, il faut les utiliser le plus longtemps possible. Le but du jeu, s'ils sont dans vos tiroirs, certes,
il date de votre époque collège, certes, il date de votre époque lycée, certes, vous avez de super souvenirs avec, mais s'ils sont encore fonctionnels, faut les recycler. Et s'ils sont plus fonctionnels, faut les recycler. Donc, je sais pas, prenez-le en photo et stockez-le sur un disque dur, ça vous fera un bon souvenir, mais par contre, arrêtez de le garder avec vous. Parce qu'il faut qu'on puisse justement le faire repartir dans ce cycle-là. Réparer, il y a plein de choses en fait qu'on considère, irréparables, il y a plein de choses qu'on fait pour qu'elles soient irréparables, mais le but du jeu, c'est d'apprendre au maximum qu'est-ce que vous pouvez réparer ou non. Petit à petit, de toute façon, tout se développe pour ça. Les indices de réparabilité font aussi que, justement, les entreprises permettent de réparer mieux. Comment est-ce qu'on peut réutiliser, trouver une autre façon d'utiliser les choses, les vieux périphériques justement, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir faire du test, ce genre de choses. Sachant par exemple aussi que ce qui pollue le plus, ça va être les dalles d'écran. Donc le fait, par exemple, d'avoir un vidéoprojecteur plutôt qu'un super grand écran de télé, vachement bon truc. On peut avoir besoin de 2 écrans, mais au-dessus, vraiment pourquoi? Et donc, ça va être comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser les écrans, les réutiliser, et cetera. Parce que vraiment, un des trucs qui est inrecyclable, c'est les dalles. Donc, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et dans les autres règles qui sont intéressantes à appliquer, que j'utilise beaucoup par rapport à la mode, que j'ai découvert à la fresque du textile. D'ailleurs, la fresque du textile est vraiment passionnante, donc elle fait partie des fresques amies, hein. Il y a la fresque du climat, il y a toutes les fresques qui se sont développées autour, comme la fresque du numérique, par exemple. Mais je vous conseille vraiment la fresque du textile parce que, on est tous touchés par, cette question-là. Et donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas déjà un qui est pareil? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça m'est utile? En fait, avant de sortir votre carte bleue, vous posez cette méthode-là, la méthode bisou. Vous pouvez l'utiliser aussi avec les enfants, ça peut être vachement, intéressant. Il y a plein de façons, en fait, de pratiquer la sobriété, de pratiquer le fait d'aller dans un magasin et juste de ressortir sans jamais avoir acheté et de le faire plusieurs fois et de se sensibiliser à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont plein de problématiques autour de ça. Et encore une fois, c'est pas des méchants, je dis juste que, on en est là, comment est-ce qu'on avance? Et donc la méthode bisou peut être vachement intéressante pour, réduire notre façon de consommer et aller vers plus de minimalisme et de sobriété. Et donc voilà, pour le manifeste Green Agile que je vous propose, c'est celui que moi je propose, mais vous pouvez vraiment, le réadapter, l'utiliser autrement dans vos équipes. J'ai des connaissances, des gens avec qui je travaille sur la question du numérique responsable en cross ESN, des gens dans ce milieu-là, qui ont, développé par exemple un poker à impact qui est génial. Donc c'est le travail de Clémence Bonnet, vous pouvez les retrouver aussi sur le site avec toutes les ressources. Comment est-ce que, on priorise des features qui ont un impact positif par rapport à des features qui en auront un impact négatif? Il y a plein de choses en fait qui sont en train de se développer autour de ça, autour de l'agilité et du numérique responsable, donc n'hésitez pas. Le but du jeu de cette sensibilisation, c'était de vous donner l'envie de réfléchir dessus, l'envie de vous poser des questions, de remettre en cause un petit peu les modèles établis, de vous donner des sources, des choses à aller regarder. Mais encore une fois, c'est un chemin, c'est un long chemin, donc n'hésitez pas à construire le vôtre avec vos équipes, leur apporter du sens, ça leur fera du bien. Et donc, ce que je voulais vraiment vous transmettre, en dehors des 90% du CO2 au niveau de la fabrication, réutiliser pendant le plus longtemps possible, essayer de penser accessible. D'ailleurs, l'accessibilité, il faut la penser d'abord au niveau de l'éco-conception, sinon elle vous coûte beaucoup plus cher après. C'est comme la qualité. Donc, voilà. Enfin bref, je pourrais vous en parler très longtemps. N'hésitez pas à me contacter après. Pour moi, la phrase qui m'aide le plus, qui m'a aidée, tout au long de ma vie, mais qui m'aide le plus par rapport à cette question-là, justement pour éviter, la culpabilité, pour éviter l'immobilisme en fait, c'est de se dire et cette phrase-là vraiment je l'utilise vraiment souvent, c'est que l'important c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire qu'on est né dans une société de surconsommation, de pousser les besoins plutôt que de les respecter et de regarder ce qu'on peut en faire. OK, c'est là-dedans qu'on est né. L'important c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. OK, je viens de là, je suis comme ça, c'est à ça que j'ai accès, c'est comme ça que j'ai appris à réfléchir. Comment est-ce que je le remets en cause? Comment est-ce que je fais pour pousser plus de sobriété et de réflexion autour de ça? Et c'est une phrase que je trouve assez respectueuse des êtres humains, de tout le monde et qui permet aussi, d'avancer. Et pour moi, c'est la bonne façon, d'aller vers cette question-là, en fait, pour embarquer tout le monde. Quand vous êtes, coach agile, quand vous êtes scrum master, vous avancez, vous l'idez vers le fait de faire autre chose, de faire autrement, mais vous cassez pas les gens par rapport à comment ils fonctionnent. Donc je pense que c'est vraiment important d'aborder cette question-là dans ce respect-là des êtres. Voilà plein de propositions de trucs à faire. Vous en avez eu déjà pas mal, pendant, mais il y en a encore, plein d'autres choses. Vous retrouvez pareil toutes les sources sur le site de la conférence. 25, ça doit être bon sur le timing.
Une phrase aussi que j'aime bien, hein, si vous redonnez, c'est que vous, les agilistes, que ce soit les devs, les scrum masters, les PO, toutes les personnes qui veulent travailler en agilité, si vous faites pas d'agile washing, c'est-à-dire que quand il faut vraiment changer un truc, vous changez vraiment un truc, quand il faut vraiment améliorer la façon dont on communique, il faut vraiment avancer la manière dont on communique. Si on veut vraiment faire de la sobriété, ben on fait vraiment de la sobriété au niveau de l'approche lean. Si vous faites pas d'agile washing, vous ferez pas de green washing en fait. Vous avez l'habitude de travailler dans ce domaine-là, vous avez pris, comme je vous l'ai dit, des murs, des façons de vous dire non, des façons de pas avancer sur des questions. Des fois, le fait que la transformation de votre entreprise, elle vous pèse, c'est difficile, vous vous demandez pourquoi et ça fait mal et c'est chiant. Et ça arrive, et c'est ce qu'on vit en tant que coach agile, que personne dans les entreprises. Ben, si vraiment vous faites pas d'agile washing, vous ferez pas de greenwashing en fait. Vous avez appris, vous savez quelles sont les erreurs possibles et vous savez aussi comment repivoter, refaire autrement, faire au mieux, etc. Bah, servez-vous de ces apprentissages-là parce que bah, on en a besoin et ça repose sur votre expérience et sur votre expertise. Et je vous donne un petit jeu avant de partir parce que celui-là, il fait toujours marrer. Je vous présente les chaussettes connectées Netflix qui étaient disponibles en DIY sur leur site internet. Oui, 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 messieurs, dames. Et donc, le but de ces chaussettes connectées, c'est de faire en sorte que ça mette en pause votre périphérique de diffusion à partir du moment où vous vous endormez. Parce que c'est vrai que ça serait bête de rater l'épisode suivant et de ne plus savoir où vous en étiez, en fait. Et donc, voilà, les super chaussettes Netflix. Est-ce qu'il fallait le faire? Je ne sais pas. Donc, il y avait cette phrase de Mark Twain qu'on entend souvent, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien que vous rajoutiez dans votre façon de penser, ok, mais est-ce qu'ils se sont vraiment demandé s'il fallait le faire? Juste ce truc-là. On ne sait pas que c'est impossible, alors ils l'ont fait. Pour la transition écologique, on est vraiment parti là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, réfléchissons bien à pourquoi on fait les choses. Il y a vraiment cette question-là à se poser. Et voilà pour les sources. C'est fini pour moi sur cette conférence-là. Ça fait étrange, hein, de ne pas avoir votre retour en direct et de ne pas pouvoir échanger, mais en tout cas, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Je vous le remettrai à disposition plus tard et de toute façon, Suzy, si tu peux le faire ensuite, redonner aussi. Donc le site, c'est manifestgreenagile.com, hein, mais n'hésitez pas. Je vous le laisse quelques secondes. Hop. Et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré à cette sensibilisation. N'hésitez pas à faire la fresque du numérique qu'on propose, hein, en animation à Neosoft. C'est vraiment un des trucs qu'on essaye de pousser. Chloé est là, elle peut prendre plein d'inputs. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, venez fresquer.